Alors, je m'appelle Frédéric Bosquet, j'ai 56 ans. Je me définis comme un entrepreneur humaniste, c'est-à-dire un entrepreneur qui veut remettre la finance au service de l'économie au service de la vie, et la vie pour que chacun puisse expérimenter le chemin de son propre bonheur dans le respect des humains et de la nature. Alors, ça fait un peu brochure publicitaire, mais je ne sais pas le dire mieux que ça en fait. Donc du coup, je ne vois pas pourquoi je changerais les mots. Voilà, donc du coup, je répète souvent cette chose-là, mais je trouve ça assez clair pour ce que je suis, ouais, ce que je fais. Et après mon parcours, j'ai commencé à mon premier boulot à 13 ans et demi pour être autonome, parce que ma famille avait quelques petits soucis. Donc très tôt, je suis parti de l'école pour être autonome sur le plan financier. Donc très rapidement, j'ai vécu ce qu'était le travail. Et puis progressivement, j'ai pensé qu'il y avait peut-être un peu plus que ça, donc j'ai repris mes études. Et en 26 ans, j'ai créé ma première boîte dans l'audiovisuel. Et puis ensuite, je suis passé dans l'internet. Et puis dans les multimédias, puis après dans l'internet. Et puis dans l'internet, j'ai vécu le crack de 2000 sur les valeurs .com. Où là je me suis vraiment pété la tête contre un mur de verre que j'appelais le mur de la finance, où là je me suis rendu compte qu'il ne suffisait pas de créer des biens et des services utiles à la population, mais qu'il fallait aussi financer la production et le développement de mes activités. Et là je suis tombé sur un truc absolument incroyable, qui m'a vraiment cassé, puisqu'en fait on a été obligé de déposer le bilan suite à un retrait massif de nos investisseurs suite à la crise financière de 2000. Je me suis retrouvé caution sur tous mes engagements, et donc j'ai dû éponger ces dettes. On m'a tout saisi, je me suis retrouvé avec 4 chaises, une table et un lit. Et là j'ai pris 2 décisions. La première, ne plus travailler pour l'économie telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire cette économie qui détruit les humains et la nature, mais de travailler uniquement pour l'économie sociale et solidaire. Donc avec des amis, on a repris une entreprise adaptée pour personnes handicapées, et qui était un dépôt de bilan, et puis j'ai mis 10 ans pour la remonter. Et en parallèle, j'ai décidé de ne plus travailler à plein temps, de travailler à temps partiel, pour utiliser finalement, pour transformer mon pouvoir d'achat en temps libre, et faire en sorte avec ce temps de comprendre ce qui m'est arrivé. Et là, je suis parti dans une grande quête pendant presque 12 ans pour comprendre comment fonctionnaient les marchés financiers, comment fonctionnait le financement de l'économie, et voir s'il n'y avait pas des alternatives. Et c'est sur ce chemin que j'ai trouvé plusieurs outils. Bon, bien sûr, les coopératives, les réseaux de distribution en circuit court, les monnaies citoyennes locales, auxquelles j'ai eu un très gros engagement pendant plusieurs années à travers le mouvement Sol, avec mon ami et mon maître Patrick Viveret. Et puis en 2000, c'était en 2000, j'ai oublié la date de création du mouvement, mais je pense que c'est aux alentours de 2013, on a créé le mouvement français pour un revenu de base, dont l'objectif était de donner un revenu de base inconditionnel à tous les citoyens, qui s'inscrit dans un mouvement international qui s'appelle le Basic Income Network, qui veut instaurer un revenu pour tous les citoyens, indépendant de ce qu'ils font comme activité. Voilà. Et puis, pour terminer le parcours, en 2013, j'ai fait un tour de France en vélo, avec une web radio pour aller à l'écoute de la forêt qui pousse. Et j'ai visité plein de lieux, et je me suis dit, mais c'est incroyable tous ces lieux qui sont en train de pousser partout en France. On n'en entend jamais parler, et pourtant là on est en train de préparer la prochaine civilisation. Et là il m'est arrivé un truc dans la tête, je me suis dit, mais c'est fou, la révolution elle n'est pas à venir, elle a déjà eu lieu. Il faut juste maintenant donner une sorte d'impulsion à ces initiatives citoyennes qui ont été démarrées un peu partout en France, et surtout les connecter les unes avec les autres. Et quand je suis revenu de ce voyage en vélo, j'ai plus pu travailler dans l'entreprise. J'ai donc cédé les entreprises que je dirigeais aux salariés. Et puis, ils ont continué sans moi. Et moi, j'ai décidé de partir à Karmaling. C'est un centre bouddhiste dans les Alpes, pour faire une sorte de reset. Et pendant ce reset qui a duré 9 mois, je me suis dit, qu'est-ce qu'un entrepreneur humaniste peut faire aujourd'hui au XXIe siècle pour aider toutes ces initiatives qui se développent un peu de façon un petit peu comme ils pouvaient, quoi. Je me suis dit, mais ce qu'il faudrait, c'est prendre le meilleur de toutes ces initiatives, les rassembler en un seul endroit, les connecter les uns avec les autres, pour recréer un corps social nouveau, qui serait à la fois plus efficient que celui qu'on a aujourd'hui, et en même temps plus résilient. Et c'est comme ça que j'ai proposé le projet Terra, et que le projet Terra a démarré il y a 2013. Voilà. C'était comment ce voyage à vélo?
C'était formidable. En fait, ce que je faisais, c'est que je faisais des parcours d'une journée. Donc généralement, je faisais 6-7 heures de vélo. Alors c'était un gros vélo, hein. Je vous donnerai si vous voulez des photos. C'était un gros vélo avec trois tricycles avec un cargo derrière dans lequel j'avais tout le matos. C'est un vélo électrique. Et donc je passais toute la journée à pédaler. Alors comme je fais un peu de méditation et de pleine présence, je pédalais en pleine présence sur les routes. C'était un exercice en plus très très intéressant. Et puis le soir, j'arrivais dans un lieu qui m'avait invité, et puis on organisait une émission de radio avec les parties prenantes du territoire. Ils avaient tout organisé. Et puis d'un côté, moi je présentais leur une base inconditionnelle, et de l'autre côté, eux présentaient leur initiative. Et on essayait voir comment mailler ces différentes expériences. Et donc j'ai rencontré des gens extraordinaires. Combien de fois je suis reparti en pleurant, en me disant mais putain, mais ces gens-là, en fait, ils créent l'utilité commune. Ils ne sont pas distingués socialement, en fait. C'est terrifiant. Vous savez, je suis très attaché aux droits de l'homme. Et l'un des droits de l'homme, le premier d'ailleurs, hein, le plus fondamental, hein, qui dit les hommes naissent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales sont fondées sur l'utilité commune, donc c'est quand même le cœur de notre civilisation, hein, qui n'est bien sûr pas respecté aujourd'hui. Et là, on a le cas très concret, quoi. On a le cas où des personnes sont d'utilité commune, ils ne sont pas distingués socialement. Et ils ne sont ni élus, et ils n'ont pas d'argent. Or, comme moi, je considère que la monnaie est un bulletin de vote qui devrait distinguer socialement ceux qui sont d'utilité commune, j'ai vu des choses absolument abominables, quoi. Je me souviens, par exemple, d'un agriculteur qui travaillait son champ avec de l'attraction animale, qui faisait des légumes et d'une richesse incroyable. Ce mec-là bossait 70 heures par semaine et gagnait 400 euros par mois. Et de l'autre côté, tu as des personnes qui simplement, en remprochant leur ordinateur d'une bourse, gagnent des centaines de millions de dollars parce qu'ils ont rapproché de 1 mètre ou 2 mètres leurs ordinateurs. Et là, tu te dis, mais on marche complètement sur la tête, quoi. Et donc, quand je suis retourné de ce voyage en vélo, j'étais persuadé que la solution, elle était là, quoi. En fait, qu'il n'y avait pas à chercher de solution. Les solutions, on les a. Ce qu'il nous fallait maintenant, c'était les organiser et les remettre dans une position qui permettrait de faire un levier, en fait, sur la société. Et parce qu'en fait, ce que j'avais remarqué, c'est que tous ces lieux étaient séparés les uns des autres, hein, qu'ils étaient souvent isolés, qu'ils étaient seuls, qu'ils n'étaient pas organisés, qu'ils n'avaient pas de modèle économique ni financier. Ils faisaient ça un peu à l'arrache, quoi, parce que il fallait bien... Ou alors, de l'autre côté, on avait des écolieux qui étaient plutôt très, très, alors pour le coup, super bien financés, mais finalement, qui ne changeaient pas le modèle, quoi. C'est-à-dire, voilà, chacun avait sa maison. Je ne dis pas que c'est mal, hein. Encore une fois, c'est plutôt que comment on fait pour transformer la société. C'est ça, ma question, c'est toujours comment je fais pour transformer la société, parce que si j'en sors, je ne peux la transformer plus. Tu vois, j'ai visité des ZAD par exemple, où carrément j'avais pas le droit même d'enregistrer, ou pas le droit de... Et donc là, on a des personnes qui sont vraiment isolées, qui généralement ils s'installent sur des terrains agricoles avec des yourtes, ils sont très autonomes, hein, avec des panneaux solaires, ils potabilisent leur eau, etc. Donc ils sont arrivés à une sorte d'autarcie. Mais pour eux, et moi, je vois même ma mère à 90 ans venir habiter, si tu veux, une ZAD. C'est pas possible, elle ne viendra jamais. Et comme 80% de la population n'ira jamais là, je dis pas que c'est mal, je dis que c'est pas une source de transformation sociétale. Même si c'est une super déjà idée. Et de l'autre côté, on a l'antithèse de ça, qui est le super lotissement écolo, où chaque maison est en terre en paille, avec des panneaux solaires de partout, des panneaux thermiques, avec une gestion collective et tout, machin, tout bien comme il faut. Mais en même temps, chacun a sa parcelle, chacun est propriétaire de son logement. Il y a même des locataires à l'intérieur qui payent à certains propriétaires un loyer pas remboursé. Et finalement, c'est sûr, c'est super écolo, mais en même temps, c'est complètement le modèle actuel. Et donc, tu vois, entre ces deux extrêmes, comment on fait pour à la fois trouver un modèle qui à la fois nous permet de vivre exactement comme on a envie de vivre, avec le moins d'aliénation possible par rapport à la finance, et de l'autre côté, exercer une pression sur le système pour le transformer à partir de l'endroit où on est et changer de société, quoi. Et ça aujourd'hui, sur les 70 lieux que j'ai visités, je n'ai trouvé aucun lieu qui avait cette double dynamique. Et souvent parce que dans l'altermonde, l'argent, c'est sale, le capital, c'est sale, les gens qui vivent dans la société n'ont rien compris, ou en tout cas n'ont pas compris comment il fallait vivre. Et donc on a une espèce de posture de retrait, un petit peu une posture de c'est nous qui avons la vérité,
Et puis, ben voilà, quoi, maintenant, il faut que les autres nous suivent. Et ça ne marche pas comme ça, la vie. C'est un peu ce que nous a appris l'arrivée ici à Masquer. On l'a pris en pleine gueule, cette réalité, quoi. C'est-à-dire que non, ça ne marche pas comme ça du tout. Qu'on ait des valeurs, oui. Qu'on indique une direction, oui. Mais qu'on ait la vérité, non, sûrement pas. Brièvement, pourquoi repenser l'économie? Quelles sont les limites pour toi vraiment qu'il faut changer, quoi, à cette économie actuelle, à ce système? Alors moi, ce qui m'a fait vraiment basculer, c'est parce que grâce aux monnaies citoyennes locales et le revenu de base inconditionnel, j'ai fait beaucoup d'interventions. J'ai rencontré beaucoup de personnes très différentes suite à ces interventions, des banquiers, des anciens ministres, des entrepreneurs, parce que j'ai passé toute ma vie au Centre des jeunes dirigeants, qui est un mouvement que j'aime beaucoup et qui m'a vraiment montré qu'on pouvait être un entrepreneur humaniste. Donc j'ai rencontré beaucoup de gens et que tous ces gens, quelle que soit leur origine, étaient à peu près tous arrivés aux mêmes conclusions, y compris même des personnes qu'on pourrait classer plutôt à droite, des personnes plutôt qu'on pourrait classer à gauche, des personnes qu'on pourrait classer plutôt au centre ou écolo. Toutes étaient arrivées à la même conclusion et à peu près dans les 5 domaines là que je vais te donner, qui sont pour moi vraiment les 5 démesures, quoi, de notre société aujourd'hui, quoi. Bon, la première, c'est le fait qu'on sait aujourd'hui qu'on ne peut plus produire tout en augmentant ce qu'on appelle l'indicateur de santé sociale. C'est-à-dire que avant, jusque dans les années 80, quand le PIB, c'est-à-dire le produit intérieur brut, en gros, c'est la richesse vendue en monnaie sur un territoire pendant une année, le PIB, pour faire simple. Donc avant, quand le PIB augmentait, l'index de santé sociale, qui est un index qui mesure la qualité de vie, pour aller vite, d'une population, augmentait en parallèle. Et donc, même si on faisait des conneries, en gros, en produisant, il y avait quand même, on sentait qu'il y avait quand même une certaine... un accompagnement, en fait, de l'index de santé sociale, et donc ça allait mieux pour les gens mécaniquement quand même, enfin en tout cas pour ceux de nos sociétés occidentales, parce que pour les autres c'était notre histoire, mais restons sur l'Occident. Et puis à partir des années 80, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un décrochage, c'est-à-dire que le PIB continue à augmenter, mais par contre de l'autre côté l'index de santé sociale s'effondre, à tel point qu'aux États-Unis ils ont cessé de le mesurer dans les années 90. Donc tellement, finalement, ça montrait très clairement qu'il y avait un souci, quoi. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, continuer à produire sur le même modèle détruit l'index de santé sociale. Et donc derrière, forcément, on va vers une déflagration sociale inéluctable. À partir du moment où les gens ne progressent plus avec le PIB, les écarts se creusent. Je ne vais pas vous citer Piketty, mais il faut relire Piketty, le Capital, qui est un bouquin absolument super bien étayé. Mais c'est un peu lourd, mais super bien étayé. Et qui est incontestable. Voilà, donc premier point, on ne produit plus pour la population, en fait. Et on sait ce qui s'est passé, il y a eu des transferts de revenus entre le travail et le capital, et évidemment quand on a plus d'argent dans l'économie réelle, c'est le bordel. Donc le deuxième élément qui vient derrière, c'est que notre modèle de développement, c'est-à-dire notre problème de croissance, c'est-à-dire en gros la population augmente, donc mécaniquement on doit produire au moins suffisamment pour la population qui augmente. C'est ce qui nous a fait passer des cueilleurs-chasseurs à l'agriculture-élevage et puis après à l'industrie et au commerce. Donc il faut produire par rapport à l'augmentation de la population. C'est ça la notion de croissance à la base. Après ça a complètement été détourné, mais à la base c'était ça. Et là on se rend compte que ce mode de croissance qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire cette façon dont on a de financer les productions dans le futur, détruisent les ressources des générations futures. C'est-à-dire que ce pourquoi on s'organise, c'est-à-dire anticiper la production de demain pour qu'elle corresponde aux générations futures, c'est un truc absolument hallucinant, fait qu'on détruit les ressources des gens pour lesquels on veut se préparer. Non mais on marche sur la tête. Et ça, on a des études aujourd'hui qui sont indiscutables, je veux dire, c'est mesuré. Par exemple, il y a un index on utilise beaucoup, l'empreinte écologique, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, non. Donc l'empreinte écologique, en gros, elle mesure la surface dont on a besoin pour produire, consommer et recycler ce que l'on a produit. Et en gros, en surface, ça ne peut pas dépasser une planète. Et bien là, aujourd'hui, le modèle, par exemple, américain, c'est 7-8 planètes, le modèle européen, c'est 5 planètes. Les pays en voie de développement, on va dire, c'est aux alentours de 3-4 planètes. Et puis par contre, les populations qui sont vraiment les pauvres les plus sinistrés, elles, c'est moins d'une planète. Autrement dit, ça veut dire que tous ceux qu'on essaie de tirer vers le haut, vers notre civilisation,
pour amener une certaine autonomie des personnes, eh bien, quand on les tire vers le haut pour qu'ils soient autonomes, en fait, on tire leur génération future vers le bas. Donc là aussi, on voit que c'est pas possible. On ne peut pas continuer sur un mode de développement comme ça. Donc ça, on le sait maintenant. Voilà, c'est depuis 1986. Il y a une commission qui s'appelle la commission Brundtland qui a parlé pour la première de ce qu'on appelle le développement soutenable. Moi, je préfère parler de soutenable plutôt que durable parce que ça veut rien dire durable. Donc soutenable. Et donc c'était les années, je crois, 80, je crois. Et donc on le sait tout ça. Voilà, on le sait. Point final. Bon, ça a eu des effets, mais c'est des effets qui sont beaucoup plus à long terme. Le troisième élément, c'est que même si on refermait l'appareil de production pour le remettre au service des populations, même si on trouvait un modèle de développement qui préserve les ressources des générations futures, pour faire ça, il nous faut de l'investissement. Il nous faut investir dans des nouveaux modes de production qui soient plus durables. Il nous faut investir aussi dans l'appareil de production pour le redescendre dans les territoires, de telle façon que dans les territoires, les gens, ils aient de quoi se nourrir, se loger, se vêtir, s'informer, sans avoir à passer par une chaîne de sous-traitants dont le dernier est à 20 000 km et qui gagne 30 € par mois. Donc pour faire ça, il faut de l'investissement. Or, l'investissement, aujourd'hui, on n'en a pas. Alors, c'est pas qu'on n'a pas d'argent, on n'a jamais eu autant d'argent. Je me souviens, j'ai participé à l'Assemblée Générale du Crédit Mutuel de la région Atlantique. Ils m'avaient invité pour parler du projet Terra, parce que ça leur plaisait, cette idée de développement territorial. J'ai déjeuné avec le directeur régional de l'époque, ça s'est super bien passé, mais vraiment très très bien. C'est pour ça que vous m'entendrez jamais dire les banquiers sont des salauds, tous ces trucs-là. Dès qu'on prend une personne, on la fout dans une catégorie, on dit « Ah, méchant !» C'est n'importe quoi. En fait, on est un écosystème soit coopératif, soit destructif, mais on est tous les parties d'un écosystème. Et donc, il n'y a pas les méchants ici, les gentils là. C'est les gentils qui laissent les méchants faire et les méchants qui soumettent les gentils. Mais il faut être deux pour qu'il y ait une victime au bureau. C'est mon côté gestion du stress et des émotions. Donc, je connais bien comment fonctionne le système de victime-bourreau là. Donc, non, il n'y a pas les méchants quelque part, il n'y a pas les gentils quelque part, il n'y a que des comportements inadaptés. Donc, il faut se centrer sur les comportements et pas sur les personnes. Donc, avec ce directeur là, de régional, on a beaucoup discuté pendant le repas avant l'AG. Et il me disait, mais j'ai jamais eu autant d'argent, moi. J'ai jamais eu autant de liquidités. Mais je ne peux pas les mettre en circulation, ces liquidités, dans l'économie réelle, parce que les critères qu'on me demande pour les mettre en circulation ne sont pas ceux que les projets qui arrivent peuvent fournir. Et donc, l'intensité et la faible durée des retours sur investissement des épargnants, en gros, tue la quasi-totalité des projets qui veulent prendre en compte l'empreinte écologique. C'est-à-dire que moi, si je veux faire une entreprise qui respecte les humains et la nature, si je veux prendre en compte la pollution que je vais générer autour de moi, si je veux prendre en compte la réflexivité au travail, c'est-à-dire que les gens se sentent bien dans leur boulot, si je veux prendre en compte la coopération avec les acteurs de mon territoire, tu comprends bien que tout ça va augmenter mes coûts. Mais du coup, ces coûts vont se retrouver dans mes prix, et du coup, mes prix ils vont être au-dessus du marché, parce que quand tu as une paire de chaussettes qui arrive en Chine, qui a été fabriquée de façon terrible par des gens qui gagnent 30 € par mois, c'est sûr que quand tu vas la comparer à une chaussette bio d'une entreprise qui respecte les humains et la nature, qui fait de la formation, qui s'investit dans les relations humaines, forcément il y en a une qui va coûter 10 € et l'autre 30 €. Mais c'est pas l'inflation, ça. C'est la hausse naturelle des prix. C'est normal que les prix augmentent quand il y a plus de services dedans. Mais comme aujourd'hui on a affaire à un système qui investit pour avoir un maximum de rentabilité à court terme et un maximum d'intensité, le système de financement ne peut pas financer des entreprises durables. Ce n'est pas possible, puisque derrière, la rentabilité sera moins forte, elle sera moins intense, et on devra attendre plus de temps pour avoir un retour sur investissement. Donc, le troisième élément qui est absolument abominable aujourd'hui, c'est que l'argent, l'épargne, part sur les marchés financiers, sur des titres qui financiarisent l'économie, et qui augmentent le gain à court terme et l'intensité de ces gains, et par contre détruit de la valeur à long terme en ne finançant pas en fait les entreprises qui voudraient être durables. Donc notre mode de financement ne correspond pas aux besoins qu'on a de préserver les générations futures et de produire localement pour que les gens satisfassent leurs besoins là où ils sont. Donc tu vois, ce troisième élément, rien que ces trois-là, je dis mais c'est fini. Comment on va faire pour changer ça? Alors on se dit si, allez, on y va. On y va, comment on peut y aller? On peut y aller en cherchant aujourd'hui un moyen qui va nous permettre de trouver un arbitre qui va dire, bon, maintenant stop, parce qu'on vit dans une société de droit, le droit donne la loi, et non pas l'inverse, c'est pas la loi qui dit le droit, c'est le droit qui dit la loi, c'est pas tout à fait pareil. D'abord, il y a le droit, j'ai le droit de vivre,
Okay, et après, il y a la loi qui dit comment on va faire pour que tu puisses avoir ce droit de vie. Parce que souvent, on compare la loi au droit. Non, non, la loi, elle vient toujours après le droit. C'est pour ça qu'il y a des gens aujourd'hui qui ont leurs droits, qui sont bafoués, et on doit faire changer la loi pour que cette loi corresponde à ces droits nouveaux. Par exemple, le revenu de base inconditionnel, pour moi, c'est un droit. Mais il n'est pas inscrit dans la loi. Et comme on avait plein de droits avant qu'on n'avait pas, enfin qu'on avait, et la loi ne le permettait pas, comme le travail des enfants par exemple. Je dis ça parce que c'est important dans cette idée-là. Or, la loi, qui formalise le droit, donc qui est opposable en quelque sorte aux gens qui violent les droits, hein, on le rend opposable dans notre société. Le problème, c'est que cette loi, aujourd'hui, elle est faite par des représentants des citoyens. Or, cette démocratie de représentation, qui n'a pas que des mauvais côtés, là aussi c'est pareil, hein, on s'est bien houspillé avec mon ami Étienne là-dessus, mais cette société de représentativité ne représente plus rien aujourd'hui. C'est-à-dire quand on regarde l'Assemblée nationale, on voit bien qu'elle ne représente pas la population. Elle représente ce qu'on appelle des corps sociaux, c'est-à-dire des groupes d'intérêts. Ce sont des groupes d'intérêts qui vont faire élire des représentants qui vont ensuite les défendre. Or, dans une démocratie, entre guillemets, telle que moi je me la représente, normalement, le citoyen devrait pouvoir faire à la loi. Ça aussi, c'est inscrit dans les droits de l'homme de 1789. Hein. C'est un droit fondamental. Je dois pouvoir participer par moi-même ou par mes représentants à la mise en place de la loi. Or, encore une fois, encore un article des droits de l'homme qui n'est pas respecté. Aujourd'hui, la loi se fait à 98,9%, même plus par les représentants législatifs, mais par l'exécutif. La quasi-totalité des lois sont menées par les gouvernements aujourd'hui, par l'exécutif et pas par le législatif. Et d'ailleurs, ça se traduit dans les faits. Puisque dans les faits, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'aujourd'hui, là, je crois que c'est Ipsos, mais je me souviens plus, il faudra vérifier. Mais il y a une société qui analyse la confiance des Français dans leurs institutions depuis, je crois, une vingtaine ou une trentaine d'années. Je crois que c'est Ipsos, hein, mais il faudra vérifier. Et donc on leur pose la question suivante depuis des années. D'après vous, quelles sont les institutions françaises dans lesquelles vous avez le plus confiance pour régler vos problèmes quotidiens. Et les partis politiques, l'Assemblée nationale, le Sénat, tout ça, c'est moins de 10%, ça doit être 7-8%. Et tout en haut, qu'est-ce qu'on trouve ? Les maires des communes, c'est quand même énorme, et les petites entreprises, c'est-à-dire les communes et les petites entreprises. Et l'armée aussi. Bon, ça c'est normal, les gens, il faut être. Donc. Mais si on prend quand même ces deux-là, bon, d'abord, on se rend compte que du coup, si tu veux changer la société par un parti politique, ça va être costaud quand même aujourd'hui, parce que les gens n'ont pas confiance du tout, quoi. Et alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, hein, parce qu'il y a des élus extraordinaires qui font des choses incroyables dans ce territoire, hein, qui nous ont aidés. Et moi, je ne remets pas en cause les élus locaux. Je dis que sur le plan national, là, il y a vraiment de gros efforts à faire pour remettre la République sur le bon sens. Et puis, un dernier élément, donc le cinquième qui m'a convaincu, c'est que même si on arrivait à remettre l'appareil de production au service des besoins des gens, qu'on arrivait derrière à remettre en place un développement durable pour préserver les générations futures, que ça, on le faisait avec de l'investissement qui reviendrait dans les territoires pour s'investir sur les territoires. Qu'on avait même la loi qui facilite ça pour le faire, eh bien, il nous manquerait encore un truc qu'on n'a pas. C'est la dette. C'est-à-dire que même les États aujourd'hui sont tellement enchaînés au concept de la dette qu'ils seraient incapables, ne serait-ce que de créer la monnaie nécessaire aux échanges, à ces nouveaux échanges ou à ces nouveaux investissements. C'est-à-dire qu'on a parlé du mode de financement de l'économie tout à l'heure, mais il y a encore une étape, c'est la création monétaire. C'est-à-dire que de tout temps, il a fallu créer plus de monnaie que d'épargne. On n'a jamais eu assez d'épargne pour dégager suffisamment de richesse, pour entraîner avec nous toute la société. Il a fallu toujours créer plus de monnaie parce qu'on avait besoin de plus échanger entre nous. Et c'est normal, on est plus nombreux, c'est plus complexe, ça prend plus de temps, donc il faut plus de quantité monétaire en circulation. Donc même si on remettait l'épargne au service de ce qu'on veut, même si la loi nous aidait à le faire, à un moment donné, on arriverait à une sorte de plafond, encore une fois, un plafond de verre, qui serait, mais il manque encore de la monnaie. Et il faut en créer.
Et là, chose absolument hallucinante dans notre société, la création monétaire est une entreprise privée. Alors là, on atteint les sommets. C'est-à-dire que les gouvernements, depuis les années 80, ont déplacé le droit à créer de la monnaie à une institution privée composée de personnes propriétaires de cette monnaie qui donc la mettent en circulation en fonction de leurs propres critères. Bon, ils ont une petite attache au gouvernement, mais c'est vraiment une très petite attache. Je veux dire, c'est une attache honnête. Et donc, ces gens-là sont les seuls à pouvoir décider comment, combien et qui peut avoir droit à cette création monétaire. Or, comme ils font de l'argent avec la monnaie, ils n'ont aucun intérêt à ce que la monnaie soit abondante. Puisque si la monnaie était abondante, ils ne gagneraient plus de sous. Et d'autre part, oikos, donc, qui est le terme qui est l'étymologie de l'économie, ça veut dire gestion de la rareté. C'était la gestion des règles de la maisonnée. Comment on gère la rareté dans la maison? Au mieux, puisque c'est rare, il faut faire attention. Donc l'économie, c'est bien. Tu vois, moi j'aime beaucoup l'économie. Moi l'économie, je kiffe l'économie. Mais je kiffe une économie parce que c'est la gestion au mieux de la rareté pour tous. Mais quand ça devient la gestion de la rareté pour faire du profit personnel, c'est pas de la même économie dont je parle. Donc cette problématique-là du fait que ce sont des entreprises privées qui aujourd'hui créent de la monnaie, fait que la monnaie devient une marchandise et que donc cette marchandise, elle doit rester rare, sinon les personnes qui la mettent en circulation ne gagnent plus d'argent. Et donc là, on arrive au cinquième point, moi, qui m'a vraiment désespéré, c'était le fait de me dire, mais alors, si en plus, ce sont des entreprises privées maintenant qui gèrent les bulletins de vote, puisque pour moi l'argent c'est un bulletin de vote, je vote pour qui j'ai envie de voir produire, alors dans ces cas-là, il va falloir que je fasse autre chose, quoi. Et c'est là qu'en 2013, en voyant tous ces gens extraordinaires se débattre avec peu de moyens, je me suis dit, mais putain, mais il faut vraiment greffer, comme avec un pommier, il faut greffer le meilleur de l'économie, parce que quand même, en 25 000 ans de civilisation, on a vraiment construit des outils pour bien entreprendre, mais il faudrait leur coller, leur ajouter les valeurs nouvelles dans le respect des humains et de la nature, entreprendre dans le respect des humains et de la nature. Et je me suis dit, ce qu'il faudrait, c'est qu'on arrive à greffer toute cette science, cette compétence qu'on a acquis pour produire mieux et plus longtemps, et de la greffer sur justement tous ces citoyens qui aujourd'hui ont des valeurs extraordinaires, mais qui ne sont pas forcément aussi efficients que l'est notre société aujourd'hui. C'est comme ça que je me suis dit, mais putain, c'est ça qu'il faudrait faire. Il faudrait amener cette culture dans le monde alternatif et faire en sorte que ce monde-là récupère cette science, en quelque sorte, cette technique, et avec ça, mais alors on ferait des trucs, mais ils ont gagné, quoi, je veux dire, c'est fini après. Mais pour ça, tu vois, on revient à Bourdieu, aux espaces de reproduction, etc. Il faut que les gens comprennent. Mais les gens, ils n'ont pas le temps. Ah, on m'invite, il faut que j'intervienne en 10 minutes. Qu'est-ce que tu veux expliquer tout ça en 10 minutes? C'est pas possible. À un moment donné, il faut se poser, putain. Il faut se poser et comprendre comment ça marche. Sinon, tu fais n'importe quoi. Mais pour comprendre qu'il faut là, il faut savoir que ça existe. Et les gens, pour l'instant, ils ont du mal. Alors, je ne dis pas qu'ils ont tort tout ça, machin. Je dis qu'on a un vrai boulot d'éducation populaire, dans le vrai sens du terme. Mais c'est pas un truc dominant-dominé. C'est vraiment, on a besoin de partager ce savoir, putain. Si on veut agir bien et mettre le levier au bon endroit pour déplacer la charge. Parce qu'on n'a pas beaucoup d'énergie, donc on n'a pas beaucoup de force. Il faut que la force, elle aille au bon endroit pour pousser la charge. La lever et la déplacer. Je suis parvenu à croire que je vis dans un écosystème coopératif, mais bien plus large que celui qu'on est en train de construire. Je crois, en tant qu'être humain, que je fais partie d'un corps social, qui est l'humanité. Je crois que l'humanité fait partie d'un corps social, qui est la nature. Et je crois que la nature fait partie d'un corps social encore plus grand, qui est le cosmos, ou l'univers, appelez ça comme vous voulez. Et que je ne peux pas m'imaginer que 1 milliard d'années d'évolution nous ait conduit là où on est, sans qu'il y ait 2 ou 3 cerveaux-mécanismes qui permettent de le régler. Moi, si j'avais bossé 1 milliard sur un truc, 1 milliard de temps sur un truc, je pense que le truc, il aurait été quand même pas mal bien fait. Et donc, même une image qui m'a aidé à comprendre ce concept un peu bizarre, c'est la cellule dans le corps humain. La cellule, elle remplit des tas de fonctions dans le corps humain, et quand elle a des besoins, ça arrive.
D'ailleurs, il y a des récepteurs sur la peau des cellules. Hein. Elle s'ouvre au bon moment, pouf, il y a le truc qui rentre, elle est nourrie. Elle est nourrie logée, la cellule. Hein. Elle est là, elle exprime ses besoins, pouf, elle est nourrie. Ben, moi, je pense que quand on... et Gandhi le disait déjà, moi, on n'a pas beaucoup parlé de Gandhi, mais j'aime beaucoup Gandhi. Et Gandhi disait toujours, quand on poursuit une juste cause, les gens tombent des armes pour vous aider. Et c'est vrai. C'est tellement vrai. Si ton intention, c'est de servir, vraiment dans le sens servir, quoi, c'est-à-dire... alors, je sais bien que ce mot, aujourd'hui, c'est vachement galvaudé, tout ça, mais servir, c'est un truc merveilleux, servir. Et puis, tu vois, servir, c'est pas t'arracher un truc, puisque ça te fait plaisir. Tu vois, les gens, ils croient que servir, c'est un sacrifice. Mais non, si tu es dans une activité... Tu vois, si tu aimes ce que tu fais et tu sers naturellement, le soleil, il nous sert, là, mais il fait ça, il ne fait pas d'efforts particuliers, il est fait pour ça, le soleil, si tu veux. Ben, si tu es fait pour un truc, vas-y, fais-le. Et prends ton pied en le faisant et tu vas te mettre au service naturellement, quoi. Fais un truc que naturellement tu aimes faire et tu verras, ça va se faire tout seul. Ben, à un moment donné, si tu as besoin de quelque chose, tu vas voir que... Alors, je ne sais pas comment ça marche, est-ce que c'est donc micro-comportement, je ne sais pas du tout, mais à un moment donné, va se présenter des opportunités qui vont faire que là, va se présenter des choses dont tu as besoin. Et par exemple, le domaine de l'Artel, ben, il nous a été, on n'a fait aucun effort pour le domaine de l'Artel. Le domaine de l'Artel, il nous a été donné gracieusement par une personne qui trouvait bien ce qu'on voulait. On avait lancé un appel sur Facebook et on s'est retrouvé avec ce domaine qui nous est presque tombé du ciel. Alors certains disent, ouais, mais voilà, c'est de la chance, Terra, ils ont eu un domaine... ouais, oui, c'est vrai. Mais ça faisait 15 ans que je connaissais la personne. On avait passé des heures et des heures à faire des courriers sur la monnaie, parce que c'est lui qui m'a initié à la monnaie à l'époque. Et qu'on a passé des heures de discussion. Donc, tu vois, il était là, quoi. Il était quelque part là, quoi. Il était dans mon écosystème et dans notre écosystème. Donc, ça n'arrive pas par hasard, les choses. Et pareil, lorsqu'on n'a pas pu construire les bâtiments à l'Artel, au moment où on démonte les maisons, où on est prêt à se mettre dans une logique de guerrier, en disant putain on va les foutre au tribunal, on avait tous les textes des avocats, des urbanistes, on aurait pu les faire chier, il y avait une connivence politique entre la préfète, entre le président de la communauté de communes, entre le maire, entre la voisine qui nous avait assigné. Donc tout ça c'était vraiment pas cool. Eh bien on a dit non, on ne va pas partir au tribunal, parce que ça c'est pas un écosystème coopératif. C'est une logique de guerrier. Donc on a décidé d'abandonner et de démonter nos maisons. Et ça a été là, je peux te dire que là on n'en menait pas large. On était vraiment... moi je me disais, putain, tout ce travail d'investir, ça fait 3 ans. Qu'est-ce qu'on va faire, tu vois? D'autant plus que le modèle d'investissement immobilier, il est central. Parce qu'il faut vraiment réinjecter de la monnaie sous forme d'investissement pour faire du développement territorial. Donc si on n'a plus ça, c'est bon. Et d'ailleurs ça nous a fait perdre 27 ans. Et là, au moment où on démonte, coup de téléphone d'un maire local qui était à 20 km. Et qui dit, j'ai appris qu'ils ne voulaient pas de vos maisons là-bas. Ben, nous, on a un terrain de 4,5 hectares au bord du Lot à Trintel. Et moi, je sais que ce que vous faites, c'est sympa. Et je vais voir, on peut construire une relation avec le conseil municipal et faire en sorte que ce terrain, vous puissiez le racheter. Et donc, on allait voir le terrain. Et là, découverte incroyable. Le terrain, il est par le PLU, c'est-à-dire par le plan du Bernier, il est conçu exactement comme on voulait faire sur l'Artel. Une partie de terrain pour les habitats légers au bord du Lot, une partie du terrain pour des habitats constructibles et une partie du terrain agricole. Donc en fait, on n'avait plus de problème, pour mettre en place le quartier rural autonome. Et donc on vient d'acheter le terrain le 24 mars. Mais là c'est pareil. Bien sûr c'est l'écosystème, il y a eu une synchronicité extraordinaire avec ce maire. Sauf que ce maire, pourquoi il nous a appelés? Il nous a appelés parce que pendant 1 an et demi, tous les 15 jours, on faisait des animations autour de nos maisons autonomes où on parlait de l'énergie, de l'eau, de la terre, de l'agriculture, de la monnaie, des revenus de base. Et lui, ce maire-là, il est venu à notre assemblée générale une première fois avec Maryse, que je salue, qui est une femme extraordinaire, qui est une élue écologiste, qui nous a soutenu bec et ongle quand on a eu nos problèmes de financement. Et à un moment donné, il est venu à l'AG, ça lui a plu, et puis il est venu à nos manifestations tous les 15 jours. Il restait aux repas locaux, parce qu'on organisait des repas locaux avec les producteurs locaux. Et ce maire, il a bien vu que ce qu'on faisait, c'était du développement, quoi. Et lui, il trouvait ça super, ce projet-là, tu vois. Et quand il a appris qu'il ne nous voulait pas, il a pris son téléphone, il a dit, mais nous, on a un terrain, alors c'est pas gagné pour le vendre au conseil municipal, parce qu'ils ne sont pas tous aussi écolos que moi, mais on va essayer. Et ça nous a pris 12 mois, mais l'opportunité, il nous l'a apporté, quoi.
Et là, on a acheté le terrain au mois de mars. Et maintenant, ce maire est parti. En plus, c'était son dernier mandat parce qu'il avait fait 36 ans de mandat. Il avait 74 ans. Il venait de faire un AVC. Et celui qui lui a succédé, donc son adjoint, qu'on a appris à connaître pendant 13 mois, maintenant, il est super motivé par le projet. Et il va continuer à nous soutenir pendant les 6 prochaines années. Et là, on voit bien à quel point voilà, l'écosystème coopératif, c'est vraiment une réalité, quoi. Et ça, on aurait été centré que sur nous-mêmes, ça n'aurait jamais marché, quoi. Jamais. Donc, si j'avais un conseil à donner, ou un conseil, ou en tout cas un témoignage, ou un truc, ce serait vraiment de dire co-construisez avec les parties prenantes de votre territoire. Ne faites pas votre truc tout seul dans votre coin. Même si vous avez moins le goût de la menthe, parce que vous aurez plus d'eau, ce sera toujours de la menthe. Mais il y en aura beaucoup plus. L'idée, c'est que trop souvent, quand on est dans cette dynamique, on veut boire de la menthe pure parce que ça nous file la patate. Mais la menthe pure, c'est pas bonne pour tout le monde, quoi. La résilience pour toi? Ah ben, pour moi, la résilience, c'est... Je prendrais vraiment le terme de Cyrulnik, qui est, alors je prononce mal son nom, que j'aime beaucoup. C'est lui qui a un peu apporté cette notion en psychologie. Pour moi, la résilience, c'est vraiment la capacité d'un être froissé à retrouver sa forme initiale. Tu vois ? C'est-à-dire, si quelle que soit la façon dont je t'ai froissé, alors ça peut être en naissant, par des relations familiales un peu torturées, par des rencontres qui m'ont cassé, qui m'ont déformé, qui m'ont fait croire que j'étais ça alors que j'étais autre chose. Enfin bref, tous ces événements de la vie qui te froissent, en gros, la résilience, la capacité de résilience, c'est de revenir dans sa forme initiale. Voilà. Tout, pour moi, sujet qui est capable, malgré les froissements, de revenir dans sa forme initiale, est résilient. Et j'ai un exemple très concret de ça. J'ai eu une vie un peu difficile au moment. J'ai eu quelques petits soucis de violence avec un beau-père, voilà, qui m'humiliait, et puis des problèmes on va dire d'abus, voilà, dire ça comme ça. Et donc, très tôt, j'ai découvert le développement personnel, j'ai découvert que je n'étais pas mes émotions, que je n'étais pas mes pensées, que je n'étais pas mes comportements. Et donc, je suis rentré dans cette voie du développement personnel très tôt, à 18 ans, j'ai commencé à travailler là-dessus parce que c'était vraiment très très fort chez moi. Il y avait vraiment beaucoup de problèmes. Et ce n'est qu'à l'âge de 24-25 ans, après on va dire non, peut-être 7 ans de développement personnel, que j'ai compris que j'étais quelqu'un. Et même cabossé, je restais ce quelqu'un-là. Et ça s'est traduit par un truc énorme. Je me souviens, c'était un modèle que j'ai fait en psychothérapie, où je me suis retrouvé dans la peau de l'enfant que j'étais à 5 ans en maternelle, par un processus enfin bon, il y a tout un petit processus qui permet de revivre comme ça ces souvenirs avec une grande force. Et je me suis retrouvé dans la peau de ce gamin de 5 ans qui était en train de jouer au petit pneu dans une cour de maternelle. Et là, j'ai pris la baffe de ma vie. Ce gamin-là, à 5 ans, c'était moi. C'est-à-dire qu'il y a une partie de moi qui n'avait jamais changé. Et je pense aujourd'hui que cette partie n'a toujours pas changé. Et je pense que demain, cette partie, ce sera toujours la même. Ce qui a changé, c'est ma façon d'exprimer qui je suis. C'est-à-dire à 5 ans, je ne savais pas qui j'étais. Et je ne savais pas comment modifier les choses que je n'étais pas pour que ça s'aligne avec qui j'étais vraiment. Et donc il a fallu du temps pour que j'apprenne à comprendre que j'étais quelqu'un. Et que ce quelqu'un, pour vivre, il fallait qu'il soit aligné et qu'il s'aligne comme il faut. Et quand il est bien aligné, c'est comme quand les choses s'alignent, c'est fluide. Il n'y a plus de résistance. Voilà. Et je pense qu'un quelqu'un de résilient, c'est quelqu'un qui est tellement en présence de qui il est vraiment, que même quand il se frotte, ou quand on le froisse, ou même quand il prend un TGV dans la gueule, il est capable de se reconstituer parce qu'il sait comment il est, en fait. Et donc, il est capable de se réparer et de se régénérer pour redevenir qui il est vraiment. Voilà. Et je pense que quelqu'un de résilient aussi, c'est quelqu'un qui est aussi capable de comprendre que peut-être il n'est pas ce qu'il croit être. Parce qu'il a découvert dans son cheminement personnel qu'il y a des choses qu'il pensait qu'il était, mais qui finalement, les résultats qu'il obtient en pensant ça, ne sont pas ceux qu'il attend. Et donc là aussi, il y a l'émergence. Moi, j'aime beaucoup Edgar Morin. Il y a cette espèce d'émergence qui fait qu'à un moment donné, tu dis, mais finalement, est-ce que je suis vraiment ça? Ben non. Et là, c'est comme si tu ouvrais une nouvelle porte dans ta maison, tu dis, ah putain, j'avais jamais vu cette pièce, mais je suis ça aussi, tu vois. Et ça, tu ne l'as découvert que parce que tu as été à l'écoute
de moments dans ta vie que ça allait pas, tout ça, et tu as su actualiser un petit peu ce que tu étais en disant mais finalement je pense que je suis ça aussi, tu vois. C'est le beurre et l'argent du beurre, tu vois, c'est pas le beurre ou l'argent, c'est le beurre et l'argent du beurre. Voilà, et ça je pense que cette capacité de résilience, c'est celle qui va vraiment être la ressource principale de notre société moderne, et c'est d'ailleurs notre fragilité principale. C'est nos sociétés aujourd'hui craignent la résilience, parce que dans la résilience, il y a des gens qui sont pour eux-mêmes. Et puis il y a des gens aussi qui ne se satisfont pas du diktat, en quelque sorte, des autres qui viennent de l'extérieur. Ils sont tellement présents à ceux qui sont et à ceux qui veulent que rien ne peut les arrêter, quoi. Et ça, évidemment, ça fait peur à toute société, quoi. Ça ne devrait pas, d'ailleurs. C'est une richesse des gens qui sont résilients.